La 11e édition de la consultation divinatoire annuelle Bénin Tofal 2018 a eu lieu le 2 décembre sous les regards des gardiens de la connaissance ancestrale. Les Kori ou Agumaga ont été jetés et le verdict est sans embâge. Koudabla gouverne le Bénin pour l'année 2018. 2018, à cet effet, se révèle une année de troubles socio-économiques, de tensions sociales, voire conjugales. Mais c'est aussi une année de grands défis, de trahison et d'une certaine réconciliation. Depuis, ça grogne dans les médias conventionnels et sur les réseaux sociaux. Les interprétations sont diverses. Bénin, Tofa, quelle importance pour le développement du pays? C'est autour de ces thèmes que nous allons donc nous entretenir ce matin avec le professeur David Kofi Aza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre phare, vous êtes également le coordonnateur donc, de cette consultation nationale au Bénin. Merci encore une fois de répondre à notre invitation. C'est un devoir pour moi. Cette émission sera co-animée avec Candice Degoué. Candice, bonjour. Kodovi Ametonou, bonjour. Professeur, bonjour. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé dans les questions de la culture sur Sika TV. Donc, merci encore une fois d'être là. Alors, pour bon nombre de citoyens, les blocages, les humiliations, les conflits, la honte, les accidents répétés, les promesses irréalisables sont, entre autres, les malheurs qui vont frapper le Bénin et ses fils pour l'année 2018 si rien n'est fait. Prudence et donc méfiance sont alors les maîtres mots. Voilà donc justement, professeur, ce à quoi beaucoup de citoyens donc s'interrogent et appellent donc beaucoup plus la clémence du phare. Candice Degoué, qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous reprochez donc à cette consultation ou du moins ce que vous avez noté? Eh bien, Kodovi Ametonou, vous avez su si bien planter le décor, ce qui m'amène à demander au professeur pourquoi est-ce que le phare n'annonce que les malheurs? Le phare n'annonce pas que les malheurs. Le phare est un art qui permet de décrypter. Donc, c'est comme un scanner, quelqu'un qui est malade, et qu'on le met dans le scanner. Ce qui intéresse le médecin tout de suite, c'est les zones où il y a la maladie. Ce n'est pas là où la personne se sent mieux. Ce n'est pas là où c'est pas l'organe qui n'a aucun problème qui intéresse l'appareil, mais ce qui intéresse l'appareil, c'est les organes ou l'organe où il fait mal. Donc, pour le phare, le TOFA, ce n'est pas là où le pays va bien qui intéresse le TOFA, mais là où le pays peut aller mal et on pourra prendre des dispositions pour les corriger. C'est à ce niveau-là que le phare attire l'attention. Donc, beaucoup ne comprennent pas la réalité et généralement, c'est des gens beaucoup n'ont pas l'habitude de lire le rapport. Ça fait 11 rapports que nous avons édités sur chaque TOFA. S'ils avaient pris la peine de lire les rapports précédents, ils vont comprendre que quand on fait la consultation, à chaud, nous donnons les grandes lignes de ce qu'on peut éviter en attendant que le rapport sorte. Parce que les choses qui ne sont pas très bien que le phare annonce, on ne sait pas exactement quand et sur qui ça peut se passer. Donc, on annonce ça à chaud. Mais après, tout ce qui est bien que le phare a souligné, nous mettons ça dans le rapport que nous publions. Mais généralement, beaucoup ne lisent pas. C'est tout comme si c'est une malédiction qu'on a prononcée sur les Noirs, et pour leur cacher quelque chose, il faut forcément le lire dans un document, de l'écrire dans un document. Donc les gens ne se donnent pas la peine de lire les rapports des autres années pour voir réellement qu'est-ce que le TOFA dit. Donc tout ce qui les intéresse tout de suite, c'est ce que le phare a annoncé de mauvais. Mais est-ce que le phare a annoncé de bien? Pourquoi on ne s'en occupe pas? Donc le phare n'annonce pas que de malheur, mais ce qui est important pour nous et pour le TOFA, c'est là où il fait très mal. Je vais reprendre vos propos. Le phare annonce que les choses, beaucoup plus les choses qui ne sont pas bien. Est-ce que vous ne donnez pas en quelque sorte raison à ceux-là qui accusent le phare de n'annoncer que les malheurs? Le rôle du phare n'est pas d'applaudir quelqu'un ou ne pas d'applaudir un régime ou le rôle du phare n'est pas de dire que tout le monde ira bien, tout le monde sera milliardaire, tout le monde sera riche. Ce n'est pas le rôle du phare. Le rôle du phare, c'est de savoir où est-ce qu'on peut trébucher et tomber. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Son rôle s'arrête là. Mais ce n'est pas son rôle, n'est pas de dire que tout le monde sera milliardaire. Ça c'est un fait. Si vous travaillez, vous aurez un mieux-être, ça c'est clair. Mais tout ce qui doit être à source invisible ou même visible, qui constitue des désastres pour la nation, le phare le met en exergue. Professeur, vous avez dit tout à l'heure que les gens ne prennent pas la peine de lire les autres rapports, les rapports antérieurs, avant de commencer par opiner sur les consultations récentes. Quels sont les faits d'âme des autres rapports qui vous préoccupent et qui
véritablement peuvent impacter aujourd'hui cette consultation, donner donc la preuve qu'effectivement on peut continuer avec le TOFA? Je vais prendre les trois dernières années. C'est-à-dire, si par exemple je prends le rapport de l'année 2015, qui a été réalisé en décembre 2014, vous allez voir, et je rappelle que chaque fois qu'on édite le rapport est sécurisé. Vous voyez toujours à la fin du rapport le numéro du dépôt légal que nous mettons et le numéro ISBN que nous mettons pour officialiser le document. Alors, ce rapport, par exemple, c'était le signe Troukmeouli qui a été... Voilà, c'est le signe Troukmeouli. Ça, c'est la consultation de l'année faite en l'année 2014 pour l'année 2015. Le Donc, 14 décembre, pour être plus précis. Voilà. Pour être plus précis. Et je vais prendre pêle-mêle quelques révélations. Par exemple, en 2014, le FA annonce déjà le duel entre le Soleil et la Lune. Et là, en parlant des échéances électorales, où le FA dit, au bout du rouleau, il y aura un blanc et un noir. Mais jusque-là, même le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, n'était même pas encore nommé au moment où on faisait ça. Mais le FA avait déjà dit qu'il y aura un duel à la fin entre la Lune et le Soleil, c'est-à-dire entre un blanc et un noir. Et au bout du rouleau, c'est la Lune qui va l'emporter par la ruse. Et là, le FA a été suffisamment clair. Puis, quand nous prenons la page 14 de ce même rapport, il y a l'allégorie le pelage de la panthère qui a tenté de changer sa couleur à 3 reprises. C'est-à-dire que le FA met en exergue là la situation dans laquelle on se trouvait à l'époque où le chef de l'État a fait déjà 2 mandats, mais le FA dit qu'il va chercher un 3e de façon déguisée. Et c'est ce que la panthère avait fait pour avoir 3 pelages à l'époque. Et il faudra prendre les dispositions pour l'éviter. Mais il souligne également Kaba Kaba Gamanolia Rontion, c'est-à-dire lentement mais sûrement le caméléon parviendra à la cime du capoquier. Et là, à ce niveau-là, le fait a été clair que celui qui sera, qui va succéder, bien sûr, au président, Yaïboni à l'époque, est un homme à caractère de caméléon, c'est-à-dire lent en action et en réaction, et de taille moyenne, de teint noir et de couleur, de fait, le fait a été précis. C'est à quelle page ça? Et là, je suis déjà à la page 16, où le caméléon va monter sur le capoquier et on pensera que c'est de vrais bijoux, mais voilà. Le fait dit, par exemple, que le caméléon, ça dit que le président sera élu, et nous allons penser que c'est un bon président qu'on a élu, mais on se rendra compte très vite que c'est des pacotis. Je relis la page 16, il dit, le caméléon va sur le capoquier et ramasse des anneaux. On pensait que c'est de vrais bijoux, mais on se rendra compte que ce sont des pacotis. C'est-à-dire que le peuple aura une foi aveugle. Mais très vite, on sera déçu. Et on pensait que si quelqu'un a mis mon main, a fait les gants, c'est-à-dire que c'est important. Mais il y a quand même des sacrifices qui ont été faits. Les sacrifices, c'est pour... Ça, là, c'est pas quelque chose de négatif. C'est que c'est déjà un fait. Le fait dit, voilà celui qui sera élu président. Mais pas la ruse. Et le fait est revenu encore avec une autre allégorie qui met en exergue le fer, le bronze et l'aluminium. C'est-à-dire qu'au bout du rouleau, le fait a parlé de 3 personnes. L'aluminium, on sait que c'est du blanc. Bronze, on sait que c'est quelqu'un de teint bronzé. Et puis le fer. Et au bout du rouleau, le fer évoque ainsi, de façon imagée, le profil physique du prochain président de la République, celui qui pourra faire le bonheur, son teint doit être semblable à la couleur du fer. Mais le fer a évoqué, peu plus loin, comme je l'avais dit, si les sacrifices étaient réellement réalisés en son temps, c'est qu'on aurait favorisé une bonne gouvernance en 2016. Et là, on est encore en 2014, quand ça se faisait. Et plus loin,
le FA est encore revenu toujours là-dessus pour dire que le palmier est le dernier à choisir ses racines, mais pour avoir exécuté les sacrifices prescrits, deviendra le roi. Donc le FA l'a également aussi mis en exergue la couleur du prochain président à l'époque. Je précise qu'on est toujours en 2014. Et puis, le FA a dit à l'époque, juste après une allégorie, pour moralité, les coups bas, la perfidie et la traîtrise vont colorer l'événement sur le plan socio-culturel au cours de l'année 2015, surtout lors des différentes consultations électorales. Ça confirme encore ici le profil du meilleur candidat présidentiel qui sera normalement de teint noir, du palmier à huile. On le fait encore revenir là-dessus. Mais en même temps, le FA dit, pour finir avec ça et revenir et prendre encore d'autres, voilà. Le FA a dit à l'époque, en 2014, qu'il faudra prendre les dispositions pour éviter des cas d'incendie en milieu urbain qui pourront faire des pertes en vies humaines. Et au cours de la consultation, les Bokono avaient souligné et avaient voulu que nous fassions une étude approfondie. Ça a été fait? Ça a été fait. Et l'incendie dévastateur qui pourra faire des pertes en vies humaines a été identifié à Dantopa. On est toujours en 2014. Et les sacrifices qu'on pourrait exécuter, c'est à deux niveaux. Il y a des sacrifices qu'il faut exécuter, ce que nous appelons coulion, pour empêcher les pertes en vies humaines. Et les sacrifices du feu, Zovo, qu'il faut faire à l'intérieur du marché. Ça a été fait? Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Et le coulis a été fait? Le coulis a été fait. Parce que là, on est allé sur Radio Topa pour dire à la population, voilà ce que le FA a dit, et voilà les dispositions que nous allons prendre. Donc nous demandons votre collaboration pour pouvoir faire les rituels. Mais le DG Sogema à l'époque a répliqué en même temps pour dire, si vous mettez les pieds dans le marché, je vous enferme. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il fait chez lui, parce que lui, il était évangélique. Donc, il est revenu sur la radio et répliqué sur la radio, droit de réponse. Maintenant, on dit, mais nous avons des parents, nous avons des proches qui sont dans le marché. Si on ne peut pas éviter l'incendie, au moins on peut éviter la mort pour nos parents. Donc, nous, on est resté tard la nuit. Quand tout le monde était parti, on a apprêté les sacrifices. Et rapidement, on est venu. On est resté à l'entrée du marché. Et puis, on a exécuté les sacrifices là. On a laissé là, à l'entrée du marché. Pour au moins tout ce qui concerne le coulion qui a été fait. Quelque temps après, le marché a pris feu. Et les dégâts sont estimés à plusieurs milliards. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Grâce au sacrifice. Grâce au sacrifice. Mais nous, on s'est sentis incapables. Parce qu'on pouvait éviter aussi l'incendie. Mais à l'époque, personne ne nous écoutait, personne ne nous avait écouté. Et nous avons vu les vagues de... Puisque vous avez la possibilité de matérialiser aussi le marché lorsqu'on sait... Non, ici, il s'agit du TOFA. Si c'est un individu, c'est plus facile. Mais c'est qu'il s'agit du peuple. C'est pas facile de rematérialiser ce marché parce que le marché d'Antopa est un marché un peu spécial. Compte tenu de tout ce qui a été enterré pour pouvoir réaliser ce marché. C'est pour ça que quand ils disent qu'ils veulent enlever le marché, je leur déconseille. Il ne faut jamais faire ça. C'est une erreur monumentale pour notre pays. Mais professeur, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, vous faites souvent référence aux actions passées? Oui, pour pouvoir... parce que beaucoup estiment que actuellement, là où on en est, puisque les preuves existent de tout ce que nous avons réalisé, nous faisons recours au passé parce que on dit souvent ceux qui refusent de revoir leur histoire, surtout les événements sombres de leur histoire, sont condamnés à les répéter. Donc notre objectif, c'est d'empêcher que l'histoire se répète à chaque fois. C'est pour ça que nous insistons sur le passé afin de pouvoir mieux orienter le futur. Donc voilà ce que la plupart du temps, ce qu'on vous reproche aussi, c'est un peu un chantage aux acteurs politiques. Parce que tout ce que vous avez énuméré, c'est vrai que la consultation de 2014 qui annonce 2015 se focalise beaucoup plus sur la présidentielle à venir. Donc on a l'impression que... Non, pas seulement, il y a plein d'autres choses. Mais on a l'impression quand même, avec tout ce que vous avez eu à citer tout à l'heure, que vous êtes focalisé beaucoup plus sur les acteurs politiques. Et là, les gens se demandent si ce n'est pas la quête de quelque chose.
Non, puisque depuis 2011, nous avons toujours refusé que le TOFA soit dans une certaine mesure, sous l'emprise des pouvoirs publics. Nous avons maintenu l'indépendance du TOFA depuis 11 ans, ce qui nous permet de pouvoir dire en toute liberté et en toute bonne conscience tout ce que le FA a révélé. Donc, je ne pense pas que la vision du TOFA soit dans ce sens. Mais il faut comprendre que le rôle premier du TOFA, quand ça a été institué par un décret royal, le 15 novembre 1715, le rôle premier du TOFA, c'est d'accompagner le pouvoir royal. Par conséquent, aujourd'hui, si on a repris ce rituel aujourd'hui, après un vide de plus de 100 ans, c'est d'accompagner les pouvoirs publics pour mieux gérer. Mais on ne peut accompagner quelqu'un que dans la vérité et dans la sincérité. Parce que... Donc vous pensez que dans la consultation, vous dites la vérité aux acteurs politiques? Nous sommes tenus de leur dire la vérité, puisque chaque acte qu'ils posent touche le Béninois, même jusqu'au très fond de notre nation. Donc nous avons le devoir de les éclairer. Mais seulement que, vous savez, la difficulté que le TOFA a aujourd'hui, et jusqu'à présent, et même les dernières révélations que les gens ont manipulées à tort ou à raison, c'est que nous n'avons pas la culture dans notre pays de dire la vérité au chef. Quand on est en face du chef, tout ce que le chef dit, oui. Vous avez entendu dans ce pays des gens qui sont censés nous représenter. Des gens qui sont censés... vous représentez, vous parlez des gardiens de la tradition. Non pas les gardiens de la tradition, sur le plan politique, par exemple. Députés. Des députés ou des ministres, par exemple. Nous avons entendu dans ce pays quelqu'un qui est censé être une autorité dit si le président dit il faut aller à gauche, on ira à gauche. Le président dit il faut aller à droite, on ira à droite. Ça veut dire que lui-même n'a pas de conviction. Et c'est ça ce que nous déplorons. Il le dit simplement parce qu'il a noté en ce président un développeur. Il pense que... Vous savez, je vous dis quelque chose, aucun président, c'est ce que moi je le dis souvent, même dans aucun pays, ça ne se passe comme ça. Aucun président ne peut dire qu'il connaît tout ou qu'il est le plus intelligent du pays. Quand une autorité dit, si le président dit il faut aller à gauche, on ira à gauche, s'il faut aller à droite, on ira à droite, c'est ça la fidélité. La fidélité, c'est d'abord dans la vérité. La fidélité, c'est d'abord dans la vérité. Ce n'est pas être béni, oui, oui, quand le président dit il faut faire, non. Si mais la preuve est que, juste quelques mois après, celui-là revient dire que ce président n'a rien fait, qu'il a laissé le pays dans un état de déliquescence totale. Alors que quelques mois plus tôt, tu disais, s'il va à gauche, il dit vous allez à gauche, il faut aller à gauche. Donc, c'est une question de conviction. Nous, notre rôle n'est pas d'accompagner quelqu'un en le suivant bêtement ou en faisant tout ce que la personne dit, mais en lui disant la vérité, en attirant son attention sur ce qui ne va pas pour lui permettre de pouvoir corriger. Alors, professeur, le 2 décembre, le FA a révélé qu'un complot sera dévoilé au grand public. Peut-on en savoir un peu plus sur cet éventuel complot? Vous savez, nous ne pouvons pas tout dire sur les ondes, mais le FA a dit c'est que ce que le roi et son confident ont dit en secret au palais royal, bientôt tout le village sera au courant. Qui va divulguer l'information? Mais c'est le confident. Et le roi il va tout dire. Le roi dit ci, le roi dit ça, le roi dit ci, le roi dit ça. Et c'est ça, nous attirons l'attention en même temps du chef de l'État pour dire, c'est vrai qu'il doit faire confiance à des collaborateurs et tout, et tout, et tout. Et je dis ça parce que c'est dans l'incapacité de pouvoir les toucher, de leur dire la vérité en face. C'est pour ça qu'on est obligé de dire sur les hommes pour qu'ils apprennent. Ce ne sont pas des choses qu'il faut dire en public. Et même ils savent ça. Donc, nous l'avons dit, c'est vrai qu'il faut faire confiance, mais des informations sensibles qui peuvent jeter des discrédits non seulement sur la nation, mais sur lui-même, il faut qu'il sache à qui il faut en parler, à défaut de ne pas en parler. Parce que cela finira par arriver. Et le fait a été très clair là-dessus pour dire que l'enfant précieux du roi de la mort sera frappé et la mort sera incapable de tuer. Et pire, il aura la honte de sa vie et va plonger dans le noir pour toujours. C'est-à-dire que par l'Église, le fait dit que le roi de la mort, a une fille qu'on appelle Gankwekwe. Et si elle se marie et que son mari, le jour où son mari lui met la main dessus, le roi de la mort vient et tue le mari.
et a tué le roi d'Oyo, il a tué le roi d'Adja. Et puis, la fille a dit, mais cette fille-là, moi, je vais la prendre. Il dit, ah, si jamais le jour tu la tapes, la mort vient te tromper. Il dit, c'est pas un problème. Et il a pris la fille, et la fille est une véritable récalcitrante. Il n'écoute pas le phare. Un jour, le phare lui a demandé de faire des travaux que la fille n'a pas exécutés, et puis le phare lui a mis la main dessus. Elle a commencé par crier, le roi de la mort a entendu. Et le roi de la mort est venu pour tuer Fa. Avant que le roi de la mort n'arrive, le Fa a pris un mouton qu'il a découpé, il a éparpillé la viande par terre. Et quand le roi de la mort est rentré, il voulait tuer le Fa, il lui a demandé, mais pourquoi tu as tapé ma fille? Quand tu tapes ma fille, moi je tue. Il dit, mais oui, j'ai tapé ta fille parce que j'ai voulu te faire plaisir, j'ai tué un mouton, j'ai demandé à ta fille de préparer, de la porter. Mais depuis le matin jusqu'à pareille, elle n'a pas préparé. Le roi de la mort dit, c'est ma fille qui m'a honné comme ça, il a baissé la tête. Il dit, plus jamais personne ne me verra. Et il a mis une jarre sur lui pour disparaître pour toujours, parce qu'il a eu l'humiliation de sa vie, parce que sa propre fille l'a honné. Et le jour là, en partant, il a dit au Fa, chaque fois quand tu veux manger quelque chose, il faut prendre un bâton pour taper ma fille. C'est pour ça que quand on veut laver et donner à manger au Fa, on tape le gant, qui est gant avant de donner à manger au Fa. Ça veut dire quoi? Il y aura quelqu'un ou quelqu'une très cher au président qui va poser des actes, le président va vouloir réagir, mais quand on va lui apporter les preuves, il aura l'humiliation de sa vie. Et vous le certifiez? Ben oui. Quand je dis je le certifie, je dis écrivez, à la fin de l'année, nous allons faire le bilan. Professeur, en dehors du signe principal, oui, il y a également des signes secondaires. Et les signes secondaires. Alors, le BK, par exemple, le FA dit que la mésentente va faire fuir au pays de l'argent. Oui. Alors que dans le même temps, le signe principal annonce quand même une certaine prospérité. Le signe annonce une certaine prospérité, mais il ne faudrait pas également que nos turpitudes tuent cette prospérité. C'est ça ce que le FA met en exergue. Il y aura prospérité, mais il ne faudrait pas que notre propre bouche, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas notre bouche. Quand on parle de notre bouche, c'est-à-dire que des conspirations, des coups bas que le FA a soulignés, des perfidies que le FA a soulignés, qu'on n'utilise pas ce comportement-là, cette turpitude, pour faire partie des opportunités qui vont se présenter en 2018 pour nous. Il y a également le Troupengouda. Oui. Qui dit que les projets envisagés ne seront pas réalisés si on ne fait pas les sacrifices. Oui, parce que il y a ce que nous appelons en fond confluent. Confluent, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va pétrir du sable, mais qui ne servira pas à construire. C'est-à-dire qu'on va perdre de l'énergie, même des moyens dans beaucoup de choses, mais au bout du rouleau, on ne pourra pas réaliser le rêve pour lequel on s'était gêné pour pétrir. Mais il faut souligner également que Troupengouda parle aussi des incidents de travail, liés au dysfonctionnement d'une unité de production. Ça peut être plusieurs, mais le FA a mis en exergue une unité de production, donc une usine qui va pas mieux fonctionner et peut faire des pertes en vies humaines. Mais également, ça a parlé aussi, c'est-à-dire que ceux qui sont sous ordre, les renforts, c'est-à-dire les forces de l'ordre, je ne pourrais pas spécifier que c'est la police, c'est la gendarmerie ou c'est l'armée, non, mais le FA parle des forces de l'ordre, ceux qui manipulent les armes à feu, c'est-à-dire qu'ils ruminent la colère. Mais jusque-là, ce n'est pas encore sorti. Il y a des choses qui se préparent en dessous. Et en même temps, le 2 décembre, là, nous avons lancé un appel au recommandement militaire pour leur demander de discipliner, d'écouter et d'apaiser la troupe. Sinon, la troupe va se retourner contre eux-mêmes. Et ce n'est pas aussi facile pour nous. Parce que c'est des choses que nous n'avons jamais vécues par le passé. Justement, je m'en vais vous poser donc cette question, puisque vous parlez de soulèvement, des risques de confrontation entre deux dinosaures. Qui va en pâtir? Oui, mais c'est le peuple bien sûr, parce que le Fadi a déjà reçu Londres. Bon, a reçu c'est-à-dire que le roi d'Adja a tissé un filet, mais n'a pas pu poser le piège. Le roi d'Oyo a posé le piège, et le piège a attrapé un pique-bœuf. Parmi les deux là, à qui appartient le pique-bœuf? Mais le pique-bœuf, avant de partir, a fait la consultation du FA et a obtenu le signe Gouda Abla, qui est le signe principal, et il a fait les sacrifices. Et il a fait des offrandes à Bokolegba.
Et quand les deux ont commencé par tirer, l'un a pris les pattes, l'autre a pris la tête, ils ont commencé par tirer. Le cou du pique-bœuf a commencé par s'allonger. Son cou a commencé par s'allonger. Et là, c'est là le fait dit qu'actuellement, nous sommes en train de souffrir, notre cou est en train de s'allonger, comme il au gadiwe, c'est-à-dire que Hover au Messiwe. Et le pique-bœuf a commencé par se faire des lamentations. Et Legba a entendu ces lamentations. Legba a pris 2 pièces d'or. Est venu sur les lieux. A demandé au roi Dadja, maintenant, pourquoi tu tires le pique-bœuf? Le roi Dadja dit, c'est mon filet que j'ai tissé qui a attrapé ce pique-bœuf. Et Legba lui dit, à combien tu veux vendre ça? Il dit, si je trouve une pièce d'or, je vais laisser. Legba lui a remis la pièce d'or. Il l'a laissé. Mais le roi Doyo dit, non, moi je ne laisse pas, parce que c'est moi qui ai posé le piège qui a servi à attraper. Et Legba dit, à combien tu vas vendre ça? Il dit, une pièce d'or. Legba lui a remis une pièce d'or et a libéré le pique-bœuf. Mais entre-temps, son cou s'est sérieusement allongé. Vous le faites dire, ces 2 dinosaures qui sont en train de s'affronter vont allonger le cou de la population. C'est-à-dire, ils vont affamer davantage la population. Et si vous le ramenez au plan local? Si on le ramène au plan local, je préfère ne pas donner de nom. Bon, il y a tous les noms qui sont avancés entre le président Sébastien Yavon et le président Patrice Talon. Peut-être que c'est entre les deux. Ce qui est sûr, le FA n'appelle pas de nom, mais le FA explique les choses par allégorie. Mais le dénouement de la situation peut nous permettre de dire avec certitude que leur réconciliation est possible. Vous pensez que ce Legba qui a... Le Legba les pièces d'or. Les pièces d'or, oui. L'astuce que Legba a utilisée, c'est quoi? Legba a utilisé l'astuce en ce sens qu'il n'a donné tort à personne. Donc, au lieu des pièces d'or, vous pensez qu'il y aura une justice? Il y aura une justice entre les deux? Une justice, c'est-à-dire que les deux doivent faire une concession. Forcément. Et il faut trouver raison au président Yavon, trouver raison au président Talon, et à partir de là, redéfinir, recadrer les choses pour que ce que, entre-temps, Adjavon avait perdu récupère un peu, c'est-à-dire une pièce d'or pour pouvoir lâcher prise. Et entre-temps, il faudrait également que le président Talon aussi récupère une pièce d'or pour pouvoir lâcher aussi, pour que chacun soit contenté. C'est-à-dire que dans ce conflit, quand on va donner tort à une seule personne, ça ne finira jamais. C'est ce que Legba a démontré par là, qu'il faut donner raison aux deux. Et maintenant, il faut leur permettre de faire des concessions pour que chacun puisse, de son côté, tirer profit de ce qu'il espère. Le FA a également révélé que la prison guette beaucoup de personnes. Oui, ça c'est la fin, parce que c'est-à-dire que la faim dit qu'il est en train de souffrir, et puis le grenier a son ventre entièrement rempli de produits vivriers. Et quand la faim était devenue insupportable, le ventre s'est ajouté son dévolu sur le grenier, l'a éventré et puis l'a vidé de son contenu. C'est-à-dire que les exacerbations seront telles que ceux qui sont chargés ou ceux qui sont proches des moyens du bien public, ils ne vont pas hésiter seconde à commencer par mettre la main dedans, mais à en prendre suffisamment et à être prêt à en supporter les conséquences. Mais, professeur, en même temps, vous avez préconisé qu'il y aura la justice qui sera suffisamment ébranlée. Oui. Et vous demandez qu'elle soit implacable. Vous pensez que, en l'état, le Bénin peut véritablement faire face à de ce genre de situation avec une justice telle qu'elle se présente aujourd'hui? Oui, nous, notre rôle n'est pas de juger tel que la justice se présente aujourd'hui. Mais on a même attiré l'attention de la justice sur le fait que quand la situation va se présenter et qui va impliquer les très proches, pour ne pas dire les plus proches du chef de l'État, de ne pas s'en mêler. Non pas s'en mêler, mais de ne pas... De rester impatient. De rester impatient, de ne pas voir que c'est parce que, est-ce que si je fais ça, on ne va pas me faire ci, parce que c'est le fils du roi, ou bien le fils préféré du roi qui est tombé dans les mailles de la justice. Est-ce qu'on peut... Non, nous avons demandé à la justice de faire correctement son travail, parce que ce serait une honte. Et ce serait déjà une honte pour le chef de l'État, mais une honte pour notre nation et une trahison pour
notre pays. Alors, vous avez commencé par évoquer les rapports. On en a parlé pour le compte de 2015. Oui. Nous avons cité quelques faits d'armes qui montrent que le phare n'est pas que ce que les uns et les autres pensent. Oui. Il y a effectivement que le phare annonce de bonnes choses. Oui. Mais les autres rapports, vous avez dit que vous allez évoquer 3 ici. Oui. Le second qui peut suivre, c'est le rapport de quelle année et qu'est-ce qu'on peut garder? Le rapport de l'année 2016, par exemple. 2016. Oui. D'accord. Je vais d'abord commencer par le rapport de Michel, je vois, page 33, où le phare a été très clair et a situé le nombre de personnalités qui vont vouloir du trône royal. Page 33, point 9, il dit 30 prétendants pour une seule femme. Phare affirme que ni la force de l'argent ne réussira à faire atteindre les objectifs visés, mais plutôt l'intelligence et l'intervention spirituelle. Le phare veut dire par là, c'est-à-dire que 30 personnes vont vouloir d'une seule femme. Et là, le phare parle ici par allégorie par rapport aux élections, où il n'y a qu'un seul fauteuil, mais nous avons eu environ une trentaine de candidatures. Mais le phare dit, ni l'argent, ni la force ne réussira à faire atteindre ses objectifs, mais plutôt l'intelligence. Et vous avez pensé que c'est ce qui a prédominé? C'est ce qui a prédominé parce que... C'est un homme d'affaires qui est aujourd'hui au pouvoir. C'est un homme d'affaires qui est aujourd'hui au pouvoir, mais ce n'est pas l'argent qu'il a dépensé qui l'a fait gagner, mais c'est la ruse. Ah bon? Oui, c'est la ruse. C'est la ruse. Le fait est très clair là-dessus. Si vous le dites. Et les sacrifices, puisque en même temps la ruse, mais également... Et puis, mais il faut dire... Vous y avez contribué? Les sacrifices spirituels évoqués ici. Non, ça, je n'en sais absolument rien. Vous ne voulez pas dire la vérité? Mais non, vous savez... Parce que vous faites partie quand même d'un collège de sages, surtout de la tradition. Lorsque vous parlez de phare, on ne peut quand même pas ne pas vous citer. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ceux-là qui ont contribué à ces sacrifices spirituels, ça peut étonner, non? Oui, ça peut étonner, mais je me... Bon, si vous ne voulez pas en parler, n'allons pas nous éterniser à propos, mais toujours parlant donc de ce rapport, il y a également d'autres faits que vous allez forcément évoquer ici. Oui, par exemple, je lis le point 3 des grands traits, ça c'est la page 31 qui dit « Le bœuf mort déclare qu'il vaincra le bœuf vivant, et le bœuf vivant soutient qu'il aura le dessus sur le bœuf mort. » Ainsi, les concurrents au trône seront entraînés dans un conflit ouvert dans lequel les uns et les autres vont hausser le ton en utilisant tous les moyens à leur disposition pour gagner. Mais le bœuf vivant, c'est-à-dire le concurrent entrant, finira par avoir le dessus, par gagner la bataille, car le silence et la discrétion seront ses principales armes. Nous savons comment le silence et la discrétion avaient permis au président Talon de gagner. Alors, au niveau de ce rapport 2016, ce qui m'intéresse beaucoup plus, je ne sais pas si Candice a également cela à son niveau, c'est bien sûr à la page 11, pour être plus précis. Est-ce que vous l'avez là, Candice? Qu'est-ce que ça dit? Oui, à la page 11 du rapport 2016, il est dit que l'unique héritier au trône, celui-là que le roi aura désigné pour lui succéder, sera pire que le roi lui-même. Oui, le fait a été très clair là-dessus, pour dire celui à qui le roi va passer le témoin pour le succéder sera pire que le roi lui-même. C'est-à-dire que l'entrant, le président entrant, sera pire que le président sortant. Puisque le phare a annoncé par exemple ça, c'est une calamité. Qu'est-ce qui a été fait pour que on n'en soit pas là? Ce qui a été fait pour qu'on en soit là, ce qui n'a pas été fait. C'est ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, mais on pouvait d'abord éviter. On pouvait corriger ça pour que le président entrant, c'est-à-dire que le roi entrant, ne soit pas pire que le roi sortant. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est à dessein? Non, ça, c'est pas à notre niveau, vous savez, puisque nous ne sommes pas candidats aux élections. Et en ce temps-là... Les candidats aux élections ne sont pas initiés à la spiritualité. Et vous revenez normalement de proposer, puisque c'est là... Puisque ça, la consultation a été faite en 2015. On ne sait même pas qui sont ceux-là qui seront encore candidats. Mais il fallait quand même faire les sacrifices. Les sacrifices ont été exécutés. Et je pense que cette
cette consultation de Tofa a été la consultation où les sacrifices ont été exécutés entièrement. Je dis bien entièrement. Mais ceci dont le FA parle concerne le roi qui va rentrer comment dirais-je, qui va être intronisé. C'est-à-dire que le nouveau président, le président entrant. Mais à ce niveau, c'est pour ça que je demande au peuple béninois, quand le rapport sort, il faut le lire. Parce que nous ne pouvons pas régler le problème de chacun. Ça, par exemple, cet aspect que le FA a souligné pour dire que le président entrant sera décrié et sera pire que le président sortant. Mais le président qui entre et qui voit ça, la première réaction, comment faire pour corriger ça? Mais il y a aussi que, parfois, professeur, vous dites qu'il y a des situations irréversibles que le FA annonce. Oui, vous savez, le sort n'est pas une fatalité. Il n'y a de fatalité que celle que l'on accepte de subir. Mais s'il était dans le destin de ce président... S'il était dans le destin et qu'on lui dise qu'il sera pire que celui qui est parti, le mieux que je peux faire, si je ne peux pas faire mieux que lui, je ne ferai pas pire que lui. Je fais exactement ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est que l'ancien président aussi a été décrié. Donc, il est dans son rôle alors. L'ancien président a été décrié, oui. Mais le fait dit que le nouveau sera plus décrié que l'ancien. Donc, c'est le plus que vous voulez pas, l'additif. C'est ça, justement. C'est à ce niveau-là. C'est dit que il faudra... C'est-à-dire qu'il faut refuser le surplus. Si je ne peux pas faire mieux, il faut refuser le surplus. Et puis, le FA a dit beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'on dit ici, le prince héritier sera rejeté et exécré, même jusqu'au dernier jour de son règne, par ses proches. Donc, si le président Patrice Talon est rejeté par beaucoup de gens aujourd'hui, mais le FA l'avait déjà dit en 2015, mais on ne savait pas qui serait candidat ou qui serait élu. Mais il dit qu'il sera rejeté. La première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qui serait à la base de ce rejet. Mais le FA dit que c'est le meilleur. C'est-à-dire qu'en réalité, il est bon. Mais pourquoi il sera rejeté? Et c'est ça, le groupe FA de Etemihu et Nitiaï. C'est-à-dire que quand vous me jetez et que j'apparais, il faut également jeter aussi votre conscience, votre intelligence pour mieux percevoir les choses. Ici, quand le FA parle la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir corriger et adopter les comportements qu'il faut pour ne pas être pire que l'ancien. C'est-à-dire que le FA même reconnaît que Tom Siseo et Conterou voici ça. C'est-à-dire que écouter et respecter les prescriptions, c'est mieux que de faire les sacrifices. Donc, Tom Siseo, c'est déjà le fait de pouvoir prendre des décisions qui ne seraient pas antisociales. Des décisions consensuelles à la limite. Voilà, des décisions consensuelles à la limite. Mais lorsque vous êtes un président réformateur, comme le président Patrice Talon, oui. Est-ce que c'est possible de faire des concessions chaque fois? Là, vous n'allez pas évoluer. Vous savez, je n'aime pas souvent discuter politique parce que c'est sorti de mes prérogatives, mais je vais vous dire quelque chose. On ne peut faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. C'est un adage, mais dans la pratique, on le fait. Dans la pratique, on le fait, mais malheureusement, ça ne porte pas et ça ne portera pas. J'avoue, c'est vrai que j'ai été sidéré par les réformes proposées par le président Talon. Et je n'ai pas regretté l'acte que j'avais posé en ce temps-là pour dire tout sauf le partant. Mais tout le problème se retrouve à deux niveaux. D'abord, dans l'application de ces réformes pour ne pas toucher certaines sensibilités. Je vais vous conter juste une petite histoire avant de revenir sur le second aspect. J'ai été contacté par une Américaine qui est venue à mon cabinet et qui travaille pour un grand programme américain pour le Bénin et qui veulent développer le réseau de l'électricité. Et ils veulent développer le réseau de l'électricité par le sous-sol. Il dit elle est venue recourir à mon expertise pour savoir l'impact social et spirituel que cela pourrait avoir, parce qu'on va creuser, et il paraît que des divinités sont à des endroits donnés. Si on creuse à côté de cette divinité, ou on creuse sous cette divinité, est-ce que cela ne va pas avoir d'impact sur la vie matérielle des Béninois? Le jour-là, je la regardais développer, j'ai failli couler les larmes.
Parce qu'elle accorde du prix à la Parce culture que quand l'Amérique veut faire du bien au Bénin, mais se dit, je ne veux pas vouloir faire du bien et leur créer des problèmes spirituels. Parce que c'est un pays essentiellement spirituel. Et demande l'expertise pour voir comment, s'il doit y avoir des dégâts, comment corriger, comment anticiper même avant qu'ils ne commencent les travaux. Est-ce qu'en voulant prendre une décision, même sociale, notre nation ou nos dirigeants se sont jamais référés à cet aspect de la chose? Mais c'est vous qui allez répondre. Vous Mais, pensez que mais vous- jamais, je dis, c'est la première fois qu'un étranger ait recours à mon expertise pour voir l'impact social et spirituel qu'un travail pourrait avoir, alors que c'est pour le bien de la nation. Électrifier tout le pays, c'est pour le bien de la nation. Mais ils disent, mais il y a des divinités qui ont été enterrées, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Nos dirigeants aujourd'hui ne se soucient pas des conséquences de leurs actes, tant matériels que spirituels, sur la nation. Donc c'est ça le problème. Vous avez parlé d'un deuxième aspect sur lequel... vous Le n'êtes deuxième pas d'accord aspect, c'est les avec. pesanteurs sociales. Et les pesanteurs sociales. On n'en tient pas compte. On n'en tient pas du tout compte. Ça fait partie, par exemple, des décisions. Par exemple, on a pris quand on dit qu'on va déplacer, par exemple, le Kangezo. On ne peut pas déplacer le Kangezo. Comme ça, tout comme si on a juste construit quelque chose là pour la déplacer. Non. Mais dans l'ancien temps, plein de trucs ont été enterrés là, lors de la guerre contre le colon, contre les Français. Et ces choses-là font partie du socle qui donne la stabilité militaire pour notre nation. Mais du jour au lendemain, on veut enlever. Mais on peut les déplacer ensemble. Mais est-ce que vous savez où est-ce que chaque chose a été enterrée? Et comment ça a été enterré? Et qu'est-ce qui a été enterré pour les déplacer comme ça? Il n'y a pas des initiés qui sont au camp, qui peuvent situer? Combien sont dedans qui peuvent situer? C'est pas si simple que ça. Et quand on veut déplacer dans ton pas, mais quand on ne tient pas compte de ces pesanteurs sociales, ou bien qu'on écoute quelques pseudo-dignitaires qui disent non, il n'y a rien là, nous on a déjà fait ce qu'il faut. Mais c'est dangereux pour la nation. Prenez l'exemple. Il faut voir les marchés qui ont été réalisés avant l'indépendance. Et les marchés qu'on est en train de construire aujourd'hui, comment ces deux marchés-là s'animent. N'ont pas été réalisés depuis plusieurs siècles. Mais il faut voir les nouveaux marchés qu'on construit dans les quartiers. Est-ce que ces marchés-là s'animent? On ne construit pas un marché comme ça au Bénin, comme on construit un supermarché en France. Non. C'est toujours assis sur quelque chose. Mais quand ils ne tiennent pas compte de ces pesanteurs-là, de ces pesanteurs sociales, et qu'ils construisent les marchés sont construits à coût de millions, mais les bonnes femmes refusent même d'aller s'asseoir dans ces marchés pour vendre. Et si on déplaçait aujourd'hui le marché d'Antokpa, quelle serait la conséquence? La conséquence serait désastreuse pour la vie économique de notre nation. Et pas seulement que sur la vie économique, mais même sur la cohésion sociale. Ça va remettre même en cause la stabilité même du pouvoir. Professeur Kofi Aza, on a quelques 2 ou 3 minutes encore à passer ensemble. Le troisième rapport, voilà. Brièvement, si vous voulez. Brièvement, puisque déjà le président que vous avez annoncé en 2015 a été élu en 2016. Il a été en 2014, il a été annoncé en 2014. Voilà, et donc en 2015, il s'est révélé. Oui. Et en 2016, il est porté au pouvoir. Oui. À sa gouvernance, vous avez associé un certain nombre d'actions. Je vois, pour le compte de 2017, c'est le CIFOB qui a été donc révélé. Il était attendu calamité, récession économique, maladie, mort accidentelle subite. Mais dans tout ça, à part la récession économique, plus rien s'est révélé, à mon avis. Sur le plan social, vous avez vu tout ce qu'il y a. Même à l'époque, on a même dit aux syndicalistes, à l'époque, on leur a envoyé, dans les recommandations, on leur a demandé s'ils veulent manifester de ne pas porter du rouge. Ça va apporter le malheur dans leur rang. Et ça s'est passé? Vous avez vu le syndicaliste en prison? Nous l'avons dit. À l'époque, Paul Essayko, parce que quand je dis, je précise, est monté au créneau pour dire que j'ai été instrumentalisé par le gouvernement pour les intimider, pour ne plus faire les mouvements de grève. J'ai dit, mais non. Utilisez même un tissu noir pour faire les grèves. Utilisez même des rameaux pour faire vos grèves. Mais le rouge va apporter, c'est ça va vous apporter les préoccupations dans vos rangs. Parce qu'en Afrique, surtout au Bénin, lorsque vous annoncez le malheur et que ce n'est pas la mort d'un homme, il n'y a pas encore malheur.
Candice Deboué, merci d'avoir partagé donc vos temps et vos réflexions et analyses avec nous au cours de cette émission. Professeur Kofi Azar, on va revenir encore plus amplement sur les différents aspects donc, de ce rapport et surtout le rapport de TOFA 2018 qui donc prévoit Goudabla pour le Bénin. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.